Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. 1 million de fumeurs envolés en un an en France. C'est un chiffre assez spectaculaire. C'est un chiffre comme on n'en avait pas vu depuis 10 ans, qui vous fait beaucoup réagir. Et c'est pour ça que je vous donne la parole, notamment ce soir au 39 21, pour que vous me racontiez si vous faites partie de ce million, de ceux qui ont arrêté de fumer. Là où il y a plus longtemps, d'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous tenez à votre cigarette de l'autre côté, n'hésitez pas non plus au 39-21. Et puis on peut vous aider, bien évidemment, puisqu'on va être en compagnie du tabacologue Olivier Smadja. Bonsoir à vous. Bonsoir. De Tabac Info Service, et d'Ève Roger, spécialiste de ces sujets à Europe 1. Bonsoir Ève. Bonsoir. Comment vous expliquez d'abord cette baisse massive, je disais du jamais vu depuis 10 ans, Olivier Smadja? Cette baisse massive, c'est le résultat de la politique publique qui a été conduite depuis plusieurs années dans le cadre d'un programme national de réduction du tabagisme qui articule différentes mesures, notamment le paquet neutre. Donc vous savez, on a supprimé tout l'emballage marketing des paquets. Tout ce qui était joli sur un paquet de cigarettes pour remplacer par des choses qui sont franchement moches d'ailleurs. Exactement, et qui a vocation à, au fond, à dégoûter les fumeurs potentiels de rentrer dans le tabagisme. Donc cette mesure paquet neutre. L'année dernière, on a augmenté le forfait de l'assurance maladie pour rembourser les substituts nicotiniques. Ce forfait est passé de 50 € à 150 €. Et puis la troisième mesure... Ça vaut cher, les substituts nicotiniques, on le redit, c'est quoi, une cinquantaine d'euros par mois Une cinquantaine d'euros par mois selon l'intensité de sa dépendance au tabac. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que le tabac lui-même. Donc de toute façon, en passant aux substituts nicotiniques, on fait des économies. Et puis en plus, aujourd'hui, certains de ces substituts nicotiniques sont remboursés. Donc ils deviennent gratuits selon les complémentaires santé. Est-ce que le prix du paquet a un sens? Parce que ce million, il a été enregistré avant la hausse massive du paquet de cigarettes, du prix du paquet de cigarettes, c'est-à-dire avant le paquet à 10 € d'Emmanuel Macron. Oui, ça a tout à fait du sens d'augmenter les prix du tabac parce qu'on sait... Non, mais est-ce que sur ce million-là, il vous semble qu'il y a un effet prix? Ah non, parce qu'en fait, cette mesure, elle est postérieure. Ah oui. Et l'effet d'annonce a certainement peu joué. Autant les buralistes ont parfois eu tendance à faire du stock, mais essentiellement pour augmenter leur marge, autant les fumeurs ne vont pas stocker des dizaines et des dizaines de cartouches de cigarettes en prévision de la hausse. Donc on est vraiment sur des consommations déclarées. Et pour terminer peut-être sur la réponse que je vous faisais sur les mesures qui ont eu un impact, je crois qu'il faut aussi citer l'opération de Santé publique France Moi sans tabac, qui a vraiment mis l'arrêt du tabac à l'agenda pendant 2 mois, en 2016 et en 2017. Ce type de mesure de marketing social... marketing social, ça s'appelle. Marketing social, ça veut dire qu'on applique les recettes du marketing à la santé publique. On sait que ces mesures sont efficaces. Et on connaît aujourd'hui cette mesure, cette disposition de marketing, elle avait été mise en place en Angleterre, son efficacité a été démontrée, et on a pu démontrer que cette opération, elle était aussi efficace en France. Donc ce que vous êtes en train de me dire, Ève Roger, je me tourne aussi vers vous, c'est que la société nous dit le tabac c'est pas bon, c'est ça l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que dans les mesures, mode, quoi. On voit exactement dans les chiffres ces mesures-là, par exemple le paquet neutre pour empêcher les jeunes de rentrer dans le tabac, et ben c'est vrai qu'il y a une baisse de l'entrée dans le tabac dans les chiffres qu'on a, dans le million, et les 18-24 ans ont une baisse qui est spectaculaire, c'est-à-dire il y a moins de 9 points chez les jeunes hommes, les garçons entre plus 18, que les filles d'ailleurs. Plus que les filles, entre 18 et 24 ans, et il y a une étude précédente qui a montré que finalement la cigarette est beaucoup moins tendance qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le jargon, vous savez, on dit la dénormalisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, fumer, c'est pas naturel. Ça devient quelque chose un peu nocif, un peu ringard, et c'est ça qui est en train de se passer dans la société. Alors moi, j'ai une petite boîte que j'ai reçue qui est amusante, qui s'appelle Smoke LM, avoir l'air sans la fumée. Ça va être destiné aux youtubeurs. Donc ce sont ces jeunes gens qui sur YouTube, donc sur les réseaux sociaux, envoient des vidéos à destination des jeunes. Et alors dans cette boîte dont vous entendez, parce que je la secoue, que vous entendez, il y a un t-shirt qui sent le tabac, je peux vous dire que ça sent fort. Il y a un pinceau malin, en l'occurrence, pour se faire un sourire tabac, c'est-à-dire que ça vous fait les dents jaunes. Il y a un vernis pour les ongles qui vous donne la couleur jaunâtre que prennent les ongles, évidemment, après avec le tabac, la nicotine. Et puis il y a un fond de teint gris, bon ça je suis pas absolument sûr, voilà, qui vous, en gros, pour expliquer que le tabac donne le teint gris. Ça marche ça sur les gosses que vous voyez, sur les jeunes gens que vous voyez, les jeunes fumeurs que vous voyez? Filles. Alors ce qu'on sait, c'est que selon son âge, on est sensible à différents arguments. Quand on est un fumeur adulte, l'argument santé, l'argument économique, ça joue très fort. Le tabac, ça coûte cher. On se projette plus facilement dans l'avenir. Quand on est plus jeune, les conséquences sanitaires, elles apparaissent comme extrêmement lointaines. Et donc, ce qui compte, ce sont les conséquences immédiates
du tabac, notamment les conséquences sur l'esthétique. Donc ça, c'est vrai que ça marche chez les jeunes filles, mais aussi chez les jeunes hommes qui sont aussi sensibles à l'esthétique. Il y a la mauvaise haleine, enfin on peut en parler. La mauvaise haleine. Il y a des campagnes là-dessus. Et quand on est jeune, on n'a pas envie d'avoir mauvaise haleine, même plus vieux, mais en tout cas c'est important quand on est jeune. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui passent à la cigarette électronique ne fument plus? Est-ce qu'il y a, dans ce million de fumeurs, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont passés à la cigarette électronique et qui donc sortent des statistiques du tabac, même s'ils y reviendront peut-être? Alors, dans ce million de personnes qui ont arrêté de fumer, il y a possiblement des vapoteurs, mais il s'agirait alors de vapoteurs exclusifs, c'est-à-dire de vapoteurs qui ne consomment plus de tabac. S'ils vapotent et fument du tabac, ils ne sont pas inclus dans ce million de fumeurs. D'accord, perdus, ceux qui ont disparu, je veux dire, ceux qui se sont évaporés. D'accord. Est-ce que quand on vapote, moi c'est la question que je me pose, est-ce que ça veut dire que vraiment on ne fume plus? C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que si on est un vapoteur exclusif, on a réduit les risques pour sa santé parce qu'en vapotant, on n'inhale pas la fumée de la cigarette. Ce qui est dangereux principalement dans le tabac, c'est le fait que la cigarette brûle. En brûlant, cette fumée va dégager des goudrons qui sont essentiellement à l'origine des cancers, du monoxyde de carbone à l'origine des maladies cardiovasculaires et des substances qu'on appelle des irritants bronchiques qui vont générer des bronchites. Donc en vapotant, mais en étant un vapoteur exclusif, encore une fois, ça c'est très important. Si on est un vapoteur exclusif, on a réduit les risques pour sa santé par rapport à un fumeur. On marque une pause là-dessus, on continue à en discuter avec le tabacologue Olivier Smadja, avec Ève Roger d'Europe 1, avec vous au 39-21, notamment Jean-Pierre, Christophe et Denis, ça se bouscule au standard. À tout de suite. Les femmes pour arrivent. intervenir sur Europe 1, appelez le 39-21, 50 centimes la minute. Alors, ce match chez Campanile? Ah, franchement, avec le grand écran et l'ambiance, c'est très très bien engagé. Et votre consigne pour la mi-temps? Eh bien, effectuer un repli stratégique vers la terrasse et recharger les batteries autour d'une planche apéro, quoi. En déplacement professionnel ou en voisin, venez vivre le foot plus intensément dans l'un de nos 300 hôtels-restaurants. Réservés sur campanile.com. Campanile, créateur de bons moments. Alors, il vient d'où ce Lucas? D'un cours de cuisine mythique. On apprenait à faire un plat thaï. Au début, je l'avais pas remarqué, mais à un moment, il s'est approché de moi les yeux embués pour me dire « C'est super épicé !» C'est bête, mais sur le moment, ça m'a fait pleurer de rire. Les belles histoires commencent souvent par un détail. Partagez de bons moments et rencontrez-vous aux événements mythiques. Sapin 2, RGPD, contrôles fiscaux informatisés. Assurer la conformité à l'ère du Big Data mérite des experts. Auditer, conseiller, protéger, c'est la mission de Légal et Digital. Légal et Digital, le cabinet audit et conseil de vos systèmes d'information. Contactez-nous sur légal-digital.fr. À la fois responsable SAV, commercial et web designer, il sait tout faire sans s'en mêler les fils. Lui, c'est Alain, un interrupteur, artisan électricien et son Citroën Berlingo. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Berlingo Blue HDI 75 BVM Business avec cabine extenso est à partir de 139 € par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 2 745 €, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 31 mai. Détails sur citroën.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 1 million de fumeurs envolés en un an en France. On en parle ce soir avec le tabacologue Olivier Smadja de Tabac Info Service et avec Ève Roger d'Europe 1. Avec vous, comme toujours, au 39-21. Bonsoir Christophe. Bonsoir Laurent. Vous nous appelez du Loir-et-Cher, des Herbeaux pour être précis. Vous avez arrêté de fumer, vous, hein, Christophe? Oui, j'ai arrêté de fumer en fait il y a environ 2 ans. Donc grâce au médecin des sapeurs-pompiers qui nous a prescrit en fait à moi et à 9 autres personnes en fait un médicament qui s'appelle le Ziban. D'accord. Voilà, donc c'est très efficace. Comment? C'est très efficace. Très ça efficace. a marché. Ça a marché. Je n'ai ressenti en fait aucun effet indésirable. Par contre, j'interviens pourquoi? Tout simplement que effectivement j'ai réussi à arrêter donc de fumer grâce à ce médicament. Oui. J'ai réussi donc à réduire en fait des risques concernant donc les AVC ou les arrêts cardiaques. Mais je trouve qu'en fait on manque d'informations justement pour les gens qui arrêtent de fumer, étant donné que le fait d'arrêter de fumer, j'ai compensé en fait avec la nourriture, donc une prise de poids d'environ à peu près 20 kilos. Oui. Donc ce qui peut entraîner, eh bien encore une fois, d'autres risques d'AVC ou d'arrêt cardiaque. Donc en 2 ans, hein, Christophe, c'est ça? Dans 2 ans, depuis que vous avez arrêté de fumer, vous mangez plus, même si vous en avez conscience, vous n'arrivez pas à vous réfréner.
Tout à fait, oui. En fait, c'est une compensation, je pense, de mon côté, oui, depuis l'arrêt du tabac. Olivier Smadja, c'est un vrai problème. Hein. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui ont envie d'arrêter de fumer. Je pense à mon rédacteur en chef notamment, qui est svelte comme tout et qui se dit si j'arrête de fumer, je vais prendre 10 kilos. Alors c'est vrai que c'est un risque au moment où on arrête de fumer, pour des raisons physiologiques et aussi pour des raisons d'habitude, on peut avoir tendance, je dirais, à augmenter un petit peu la prise alimentaire. Donc il y a deux choses. La cigarette est un coupe-faim. La cigarette, c'est un coupe-faim et le fait de fumer brûle les calories de manière supérieure au fait de ne pas fumer. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la prise en charge des fumeurs, elle doit être globale. C'est pas juste une question de dépendance à la nicotine, il faut aussi s'intéresser aux gestes et il faut s'intéresser à l'ensemble des comportements de santé au moment où on accompagne un fumeur. Éviter la prise de poids, c'est possible, notamment dans les consultations. Ce qu'on essaye de faire classiquement, c'est d'augmenter un petit peu l'activité physique au moment, et j'ai envie de dire un peu avant l'arrêt du tabac. Vous êtes sapeur-pompier, vous, Christophe ? Ancien. Ancien sapeur-pompier, donc vous êtes habitué à l'activité physique quand même ? Oui, mais malheureusement, de par ma nouvelle activité professionnelle, en fait, j'ai très peu de temps en fait à consacrer au sport. C'est ça. Donc, ce qui fait que effectivement, maintenant, j'ai une augmentation en fait de la tension, une tension qui avoisine quand même les 14,9. Et donc, forcément, j'arrive vraiment limite au niveau du diabète et du cholestérol. Alors, ce que je voudrais dire peut-être, c'est que augmenter l'activité physique, c'est pas nécessairement faire du sport, c'est-à-dire que ça peut être marcher un peu plus, ça peut être marcher en semaine pour aller à son travail, ça peut être marcher un peu le week-end. Les fameux 10 000 pas par jour. 10 000, mais même moins. Parce que vos smartphones calculent pour vous. 10 000 pas, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Augmenter un peu l'activité physique sans nécessairement faire du sport, ça permet de contenir la prise de poids, et puis aussi changer un peu son alimentation, éviter les produits trop gras, trop sucrés, trop salés, et peut-être un mot encore pour notre auditeur, que d'abord je voudrais féliciter pour son arrêt du tabac, parce que 2 ans, c'est une très belle victoire. Dans la mesure où votre prise de poids, Christophe, elle est importante, je vous conseille plutôt de consulter un professionnel de santé pour que vous puissiez être aidé dans la maîtrise de votre prise de poids. Donc c'est plutôt ça l'idée. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Jean-Pierre, alors je ne sais pas d'où vous nous appelez parce que c'est pas marqué. Peut-être vous ne souhaitez pas le dire d'ailleurs. Je vous laisse le faire. Vous avez arrêté de fumer il y a 25 ans, c'est ça ? Oui, à peu près. Et vous fumiez ? Je fumais, on peut dire minimum 2 paquets à 3, peut-être 4. Mais du moins 3, la moyenne. Hein. Gros fumeur. Comment vous avez arrêté ? C'est simple. Un jour, j'avais du mal à respirer. J'ai dit, le lendemain, j'arrête de fumer. Et pour arrêter, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai doublé le nombre de paquets. Donc, dans une journée, j'ai fumé pratiquement 4 paquets. Hein. C'est un samedi. Le dimanche, je n'avais plus beaucoup envie de fumer. Le lundi, c'est pareil. Et puis ça s'est passé comme ça, jour après jour, semaine après semaine, et ça fait 25 ans. Bon, alors je recommande pas forcément, je suis pas sûr qu'Olivier Smadja recommande, mais ce que vous nous expliquez, Jean-Pierre, ce qui est très amusant, et puis ce qui a marché pour vous apparemment, parce que vous n'avez pas repris, c'est que vous avez sonné le tabac par le tabac. Ça peut marcher ça ? Parce que moi, on m'a parlé de l'hypnose. Oui, je ne sonnais pas le tabac, c'est-à-dire que dans la rue, s'il y a quelqu'un qui fume à côté de moi... Vous pouvez pas ? C'est franchement gênant. Hein. Ouais. Et même dans une pièce où il y a beaucoup de gens fumés, vous voir une personne... Alors là, je tousse, je fais... C'est une allergie complète, je ne pourrais plus du tout fumer. Hein. Merci beaucoup de votre témoignage, Jean-Pierre. Olivier Smadja. Alors, je ne peux pas vraiment recommander la méthode de Jean-Pierre pour arrêter de fumer, parce qu'elle présente quand même un certain nombre de risques pour la santé, mais ce que je retiens de ce témoignage, c'est que, au fond, toutes les motivations sont bonnes pour arrêter. C'est-à-dire que Jean-Pierre, il a pensé que c'était le bon moment pour lui d'arrêter de fumer. Il a essayé cette méthode. Par chance pour lui, elle a bien fonctionné et donc en 24 heures, il est passé finalement de 4 paquets à 0 cigarette. Donc ça, c'est formidable. En revanche, j'ai envie de dire à nos auditeurs qui auraient envie de faire une tentative d'arrêt qu'il y a des méthodes dont l'efficacité est démontrée, les traitements de substitution nicotinique, l'aide à distance comme l'hypnose. Alors l'hypnose... J'ai beaucoup entendu dire que l'hypnose, ça fonctionnait ou ça pouvait fonctionner. Alors... Effectivement, tout est dans la nuance. L'hypnose ne fait pas partie des méthodes dont l'efficacité est démontrée. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pour personne. On va dire. Voilà, c'est-à-dire que c'est un aide à la volonté. Ça peut accompagner un arrêt du tabac, mais ça ne fait pas partie des méthodes dont l'efficacité est démontrée. Substitut nicotinique, des psychothérapies brèves qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales, qui consistent globalement à désapprendre
le tabagisme, et puis aussi des dispositifs comme l'aide à distance, comme ce qu'on fait sur Tabac Info Service au 3989. Ces méthodes-là, leur efficacité est démontrée en première intention. 2 messages très rapides. Celui de Denis qui nous appelait tout à l'heure de Thouars. Pardon Denis, mais là on n'a plus le temps. J'espère qu'on vous a donné suffisamment d'infos. Denis nous disait le tabac ça doit rester un plaisir. Il faut créer un tabac bio, c'est-à-dire sans toutes les saletés que rajoutent les cigarettiers. C'est ce qu'il dit en substance. Oui, mais ça existe ? Alors, le tabac bio... Est-ce que c'est moins nocif d'ailleurs ? Le tabac bio, ça existe parce que le tabac, c'est une plante. Donc, on peut la cultiver de manière biologique. Mais hélas, elle n'est absolument pas moins nocive parce que ce qui est nocif, c'est le fait de fumer. Et donc, même si on fume un tabac bio, on se prépare un cancer, une maladie cardiovasculaire ou une bronchite. On va aller plus loin en France, Ève Roger, pour terminer, vraiment en 30 secondes. On va passer un cap supplémentaire. Moi, toutes les personnes que vous interrogez depuis hier, hein, des autorités sanitaires, même la ministre ou le directeur Santé publique France, François Bourdillon, ils vous disent qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça, vous l'avez dit au début, c'est grâce à l'augmentation du prix du paquet, qui va passer quand même à 10 € en 2020. Et puis, à le fait que les jeunes, il y a vraiment peut-être une génération sans tabac qui est en train d'arriver là, parce que les jeunes considèrent aujourd'hui que peut-être que c'est désuet de fumer, que ça appartient aux générations d'avant, mais on ne peut pas être bisounours non plus, mais ils disent la cigarette ça n'a plus d'intérêt. En revanche le cannabis c'est beaucoup plus intéressant, ça a un effet récréatif et tout ça, donc on se prépare peut-être à d'autres difficultés. Il y a d'autres travaux à mener bien évidemment. Merci beaucoup Ève Roger, merci beaucoup Olivier Smadja. Merci. Tabacologue à Tabac Info Service, merci à vous tous de nous avoir appelés, notamment à Jean-Pierre et à Georgia qui se demandaient si avaler la fumée réduit les risques. Je finis là-dessus brièvement. Avaler la fumée, c'est le principal facteur de risque. Donc ne pas avaler la fumée réduit les risques. C'est votre réponse Georgia.